Bonsoir, bonsoir Koli Amani, bonsoir Mapama Tidjane. Est-ce que l'image est bonne? Le son également? Si c'est le cas, veuillez me l'indiquer. J'aimerais pouvoir partager la vidéo. Ce soir, j'aimerais aborder une thématique Bonsoir Nico, Kossi, comment vas-tu? Alors ce soir, j'aimerais aborder le sujet du plan de reconstruction de l'Afrique. Est-ce que la jeunesse africaine dispose d'un plan de reconstruction de l'Afrique? Si oui, quelle est sa planification stratégique? Quel est son agenda et quelles sont les tactiques que la jeunesse africaine entend mettre en œuvre pour pouvoir réaliser son plan de reconstruction du continent africain? Tout d'abord, est-ce qu'il y a nécessité de reconstruire ce continent? Est-ce que nous avons, dans nos différentes expériences, observé que la jeunesse africaine dispose d'un plan de reconstruction du continent? Si oui, lequel? Quels sont les moyens que cette jeunesse entend mettre en œuvre? Quel est l'agenda de cette jeunesse? Est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent dans ce sens? Si oui, ben voilà, je vous prie de bien vouloir partager ces connaissances avec nous pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons harmoniser nos positions et éventuellement prendre contact avec ces mouvements qui existeraient. Et sinon, ben, comment est-ce qu'on fait pour doter la jeunesse africaine d'un plan de reconstruction du continent africain avec un agenda? Voilà. Donc, ça va être le sujet de ce soir. Je vous prie de bien vouloir inviter vos amis sur ce direct afin que la discussion soit animée. Je vous remercie également de poser vos questions et de partager vos expériences avec nous. Si vous souhaitez intervenir dans ce direct, ben voilà, dites-le moi pour que je puisse vous mettre en ligne. Et merci également de partager la vidéo dans les différents groupes dans lesquels vous êtes. Voilà. Bonsoir les frères qui nous rejoignent. Ben, je ne vois pas beaucoup de femmes, hein. Ça, c'est quand même problématique. Il n'y a pas de femmes dans nos discussions. Ça, c'est vraiment problématique parce que la femme africaine, elle a une responsabilité énorme dans tout ce qui se passe et dans l'avenir du continent. Donc, veuillez inviter vos amis femmes sur le groupe, quoi. Enfin, sur le direct, pour que nous puissions discuter. Bonsoir Charlot, bonsoir Gado. Également, oui, bonsoir frère Nico Kossi. Babou, je vais bien, merci. Voilà. Donc, on va attendre un peu qu'il y ait un peu plus de monde. Moi-même, je vais essayer d'inviter du monde sur le direct pour que nous puissions discuter de cette question qui me semble importante. J'essaie d'inviter du monde. Faites la même chose chez vous. Je vous remercie pour cela.
Bonsoir, bonsoir aux nouveaux arrivants, aux gens qui nous rejoignent maintenant. L'idée ce soir, c'est d'aborder la question du plan de reconstruction de l'Afrique. Est-ce que la jeunesse africaine dispose d'un plan de reconstruction du continent? Si oui, c'est lequel? Est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent dans ce sens? Si oui, merci de nous les indiquer. Est-ce que cette jeunesse dispose d'un plan stratégique de reconstruction? Si oui, c'est lequel? Quels sont les moyens que cette jeunesse africaine entend mettre en œuvre pour reconstruire le continent africain? Ça, c'est un sujet extrêmement important. Donc, je vous remercie d'inviter vos amis, vos proches et partager cette vidéo dans les différents groupes dans lesquels vous êtes pour que nous puissions débattre sereinement et massivement de cette question qui me semble importante. Voilà. Alors, je salue les frères qui nous ont rejoints. Entre-temps, je salue Alexandre Yao, je salue Kokou, Daniel, je salue Paul Vierge, je salue Charlot, je salue Tony, je salue Latifou également. Donc, l'idée ce soir, c'est de parler un peu je salue également Issa Nikiema qui vient de nous rejoindre. Je vous remercie pour votre présence et je vous remercie également pour tout ce que vous faites pour que nos idées puissent être propagées, soient connues, et puis que nous essayons de construire sur la base de ces idées-là les outils dont nous avons besoin pour reconstruire l'Afrique. Donc ce soir, mon idée, c'est de parler du plan de reconstruction de notre continent africain. Est-ce que la jeunesse africaine dispose d'un plan de reconstruction du continent africain? Est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a nécessité de reconstruire le continent africain? Est-ce que aujourd'hui, au regard de la situation du continent, est-ce que nous jugeons nécessaire et utile de reconstruire ce continent? Si oui, dans quelle mesure? Quel est le plan stratégique dont nous disposons? Ensuite, quels sont les instruments dont nous avons besoin ou que nous avons à notre disposition pour pouvoir mettre en œuvre le plan de reconstruction du continent africain? Et quel est l'agenda de la jeunesse africaine? Quel est l'agenda dont dispose la jeunesse africaine? Donc, il me semble que ces sujets-là sont assez importants dans tout ce que nous essayons de développer depuis plusieurs années maintenant pour voir dans quelle mesure nous pouvons progresser. Parce qu'on fait du surplace, les lives Facebook sont devenus quelque chose de très commode. Moi, j'ai pas envie de rester là-dessus, quoi. J'ai pas envie d'être une star des esclaves sur Internet. C'est pas ça le but. Donc, à un moment donné, il va falloir progresser pour voir si effectivement nos idées sont en train d'être propagées et si elles atteignent les cibles qui sont les nôtres, et puis mesurer notre capacité à pouvoir nous mettre au travail véritablement. Donc voilà un peu l'idée de ce soir. Et pour cela, je vais vous remercier encore une fois de partager vos expériences avec nous. Si vous voulez intervenir dans ce direct, voilà, dites-le moi pour que je puisse vous mettre en ligne. À défaut, si vous voulez laisser des commentaires, laissez-les, comme ça on va commenter ensemble tout ceci, quoi. Il faut que ça soit animé. C'est dommage que nos séances de direct ne soient pas suffisamment animées parce qu'il n'y a pas suffisamment de commentaires ni de questions. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présence, mais j'aimerais véritablement qu'on progresse dans le sens du dialogue pour pouvoir approfondir et clarifier nos idées. Voilà. Donc, il y a le frère, il y a le frère Nico Kossi qui laisse un commentaire disant malheureusement il n'y a pas de plan. Certains Africains, la plupart, parlent du panafricanisme comme la voie pour reconstruire le continent,
Mais quand tu côtoies ces organisations panafricanistes, tu tombes des nues. Oui, oui, c'est une réalité. Hein. Nous avons beaucoup de difficultés à progresser parce que nous n'arrivons pas à engranger du monde pour pouvoir constituer un véritable mouvement. Donc, en tout cas, au niveau du Mortra, ça fait plusieurs années que le travail se fait. Entre-temps, il y a eu quelques personnes qui ont essayé de nous rejoindre. Nous avons essayé de fidéliser ces gens-là. Mais disons que ce qu'on réalise, et je dois être honnête et franc avec vous, c'est que ce qu'on réalise, c'est que notre ligne pose problème à des gens. Voilà, parce que les gens, ils préfèrent le panafricanisme électoral, le panafricanisme, disons, cantonné dans le culte quotidien de l'Égypte antique que les Africains découvrent maintenant. Donc, ça pose un énorme problème. Les gens ne sont pas prêts à l'action. Donc, ça fait que quand vous voulez passer à la phase de l'action, ben, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, nos appels restent lettres mortes. Et puis, ben, il y a pas mal de gens qui ne sont pas capables de prendre des initiatives de manière autonome dans les différentes localités où ils sont, quoi. Malgré nos insistances et tout, voilà, nos appels répétés, pour que chacun essaye de prendre des responsabilités dans la localité où il vit, en essayant de rassembler quelques personnes autour de sa personne pour que nous puissions constituer déjà un petit groupe local qui commence à travailler ensemble. Eh bien, c'est là que tout commence à s'effondrer. Donc, nos mouvements sont restés au stade, disons, du discours, quoi. Et ça pose un énorme problème, ce qui fait que nous tournons en rond. Et personnellement, il m'arrive régulièrement de penser s'il faut continuer ou pas, quoi, parce que c'est tellement épuisant que finalement on se retrouve très seul. Et ça pose un énorme problème, quoi. Et moi, j'ai pas envie d'être dans l'inaction, d'être dans le discours pour le discours et ne jamais progresser sur le terrain. Donc, c'est très bien que nous tous, nous ayons une page Facebook, que nous partagions quotidiennement nos humeurs, nos déceptions, nos joies, nos peines et des informations. Mais ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas sur Facebook que nous allons changer l'Afrique. Donc, ça, il faut que tout le monde en soit conscient et commence véritablement par travailler autour de sa personne, quoi. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas envie de rester longtemps sur Facebook. Et si ça continue comme ça, je vais devoir décrocher et puis laisser la place à ceux qui vont se contenter de continuer le combat sur la page sur Facebook et sur WhatsApp. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est à nous de voir. Donc, effectivement, bah, la question est compliquée. Et puis, bah, oui, effectivement, hein, j'avais parlé plusieurs fois du panafricanisme. Il y a panafricanisme dans panafricanisme. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot panafricanisme. Une fois que vous grattez un peu, vous cherchez le contenu, ce que vous découvrez est totalement hallucinant. Donc, le panafricanisme est devenu un concept fourre-tout. C'est devenu un talisman que chacun porte au cou. Mais au fond, ben, il n'y a rien là-dedans, quoi. Donc, parfois, vous allez tomber sur des gens qui parlent d'élections, c'est-à-dire qui partent du fait que les États africains sont déjà constitués, qu'il y a des règles, des règles de droit qui dirigent ces enclos coloniaux abusivement appelés États, et donc qui sont dans la logique d'aller aux élections. Bon, voilà, nous, c'est pas notre ligne, ça ne nous intéresse pas. Donc, avec ces panafricanistes électoralistes, ben, peut rien faire. Ces gens n'ont pas compris que par l'élection, un problème colonial ne peut être résolu. Mais malheureusement, ce sont là des courants qui engrangent du monde, qui rassemblent beaucoup de monde parce que les gens voient que c'est assez facile. Ça ne demande pas un engagement physique risqué. Eh bien, les gens préfèrent aller
sur ces sentiers-là qui ne sont pas de véritables sentiers de reconstruction de notre continent et qui ne sont pas à la hauteur des défis qui sont les nôtres et des questions qui se posent à nous. Il y a d'autres qui sont dans le panafricanisme kamite, donc rattachement à l'Égypte antique, et qui restent là à louanger de manière incessante l'Égypte antique. Donc il n'y a pas de progrès. Ces gens, quand ils découvrent que ce sont nos ancêtres qui étaient les pharaons, ils sont tellement contents que la seule chose qu'ils aiment faire, c'est de changer de nom, de remplacer leurs prénoms coloniaux par des noms égyptiens et porter la croix de l'Égypte antique. Et ceux qui sont le plus avancés dans ce mouvement de l'Égypte antique, ce sont certaines personnes qui apprennent les Nédounétaires, c'est-à-dire les hiéroglyphes, et puis ils en restent là, quoi. Donc après, il n'y a pas... C'est-à-dire que l'histoire devient, la redécouverte de notre grandeur égyptienne devient une sorte de natte sur laquelle certains compatriotes préfèrent se reposer. Alors que la question qui se pose à nous, ce n'est pas simplement la redécouverte de notre passé glorieux de l'Égypte et d'y rester dans nos têtes, mais c'est d'utiliser la redécouverte de ce passé glorieux de l'Afrique pour dire que nous ne pouvons pas accepter notre état actuel. Compte tenu de notre grandeur passée, nous ne pouvons pas accepter notre état actuel. Et donc, la décision ou la conséquence de cette réflexion serait de s'engager pour retrouver notre statut de pharaon perdu. Mais non, ce n'est pas ce qui se fait généralement. Donc, il y a des compatriotes qui restent en Égypte et qui restent là-dessus en changeant de nom et en disant finalement c'est le cycle de l'histoire qui a fait que les Africains se retrouvent aujourd'hui dans la situation d'esclaves, de servitude, puisque nous étions grands il y a quelques millénaires au travers de l'Égypte. Donc l'Égypte constitue une sorte de reposoir pour un certain nombre de compatriotes au lieu d'être l'élément déclencheur d'un véritable mouvement de reconquête de notre espace et de la renaissance de notre peuple. Et ça nous pose aussi un énorme problème parce qu'il y a des compatriotes qui restent là-dessus en disant qu'ils sont égyptiens, oubliant que un roi déchu, un pharaon déchu n'est plus un pharaon. Voyez? Donc, au lieu que la découverte de notre passé glorieux égyptien suscite en nous l'élan agissant vers la reconquête de notre continent et le sceptre égyptien retrouvé, eh bien non, les gens préfèrent s'arrêter là et dire que, c'est la route de l'histoire qui a fait que nous sommes devenus les derniers, qu'à un moment donné, le tour de l'Égypte, l'Afrique reviendra, il faut être patient, il ne faut rien changer, il ne faut rien bouger, mais il faut attendre patiemment que c'est le peuple égyptien qui a formé le monde, qui a ouvert les yeux au monde, donc nous étions grands, et que c'est plutôt la naïveté qui fait que et les puissances, les peuples qui sont forts aujourd'hui sont orgueilleux parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas notre grandeur passée. C'est pour ça qu'ils nous maltraitent, c'est pour ça qu'ils nous dominent et que l'Africain doit rester, pharaon dans sa tête alors que sa terre est occupée. Voyez? Donc ça c'est aussi un courant panafricaniste qui existe dans la place et qui engrange beaucoup de monde. Et ça, c'est des choses sur lesquelles les gens restent qui ne nous font pas du tout progresser. Ça, c'est aussi un problème. Et un autre problème, c'est la grande majorité des Africains qui restent totalement scotchés au plan et au canevas tracé par la colonisation sous différentes formes en Afrique. Et puis, ces gens-là ne sont pas du tout dans une logique de réflexion sur la situation de l'Afrique et sur les voies et moyens pour pouvoir nous en sortir. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qui nous posent d'énormes problèmes. Et puis, l'école africaine faisant son travail de déprogrammation et de reprogrammation, c'est très compliqué d'aller de l'avant dans cette situation, quoi. Voilà, donc, je pense que il faut que nous soyons capables
de dépasser tout ceci pour aller de l'avant, parce que c'est comme ça que les peuples ont réussi à se reprendre en main et à reprendre leur place dans l'histoire et à progresser énormément. Voilà, donc c'est une question très importante. Donc il va falloir que les Africains dépassent les concepts flonflons, cette joie incommensurable que génère la redécouverte de l'Égypte antique, avec ben donc une fois qu'on découvre on était pharaon, on dit ouh là là, donc en fait nous étions des pharaons, c'est nous qui avons réalisé tout ça en Égypte, donc parfait, ça veut dire que nous étions un grand peuple avant. Donc bah, il faut se reposer là-dessus, il faut être fier de notre situation. Nous étions un grand peuple, donc on reste là-dessus, oubliant qu'un passé glorieux perdu ne donne aucun attribut particulier au peuple ainsi déchu, quoi. Donc un roi déchu n'est plus un roi. Et si le roi déchu se rend compte, ou si les fils ou les descendants des rois déchus, des pharaons déchus se rendent compte que leurs ancêtres furent grands et avaient construit une grande civilisation qui a ouvert les yeux à l'ensemble du monde, eh bien, qu'est-ce qui doit être notre réaction? Notre réaction doit être celle d'aller vers la reconquête de notre statut perdu, et non pas une joie qui suscite une pause en nous mettant dans une position de fierté passée et d'y rester, de trouver là un reposoir ou une natte sur laquelle on se repose définitivement, quoi. Non. Donc voilà, donc je disais que la question ce soir, c'est de savoir, première question, s'il y a nécessité de reconstruire le continent africain. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que nous jugeons utile et nécessaire de nous engager dans une logique de reconstruction du continent africain? Si oui, est-ce que la jeunesse africaine, selon nos expériences, est-ce que nous voyons qu'il y a un plan ou des plans de reconstruction de l'Afrique? Après ça, nous devons examiner s'il y a un plan stratégique qui est là. Est-ce qu'il y a un agenda qui est mis en place et quels sont les outils dont la jeunesse africaine veut se servir pour aller d'abord à la reconquête de l'espace africain et ensuite se diriger vers sa renaissance ou bien sa reconstruction sur de nouvelles bases. Et quel est, dans cette mesure-là, l'agenda que la jeunesse africaine a à sa disposition, c'est-à-dire quel est le plan d'action, quel est le calendrier que nous avons à notre disposition et quand est-ce que nous déciderons de mettre en œuvre ce calendrier-là. Donc voilà les quelques points que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Et pour cela, je redis encore une fois que j'aimerais avoir des femmes sur le groupe ou sur le direct, parce que les femmes ont une très grande responsabilité dans la phase que nous travaillons, que nous connaissons aujourd'hui, et puis demain, nos femmes vont jouer un très grand rôle, parce que la femme a toujours joué un très grand rôle dans la société africaine. C'est vrai que la place de la femme a été bouleversée par les différentes rencontres que l'Afrique a faites. Donc, d'une société matriarcale, nous sommes devenus une société patriarcale où les hommes imposent beaucoup de choses. Mais la réalité du quotidien, c'est que les femmes continuent de jouer un très grand rôle de stabilisation dans la situation de l'Afrique. S'il n'y avait pas de femmes responsables en Afrique, aujourd'hui, peut-être que la situation serait encore plus catastrophique. Bon, il y a le frère Baba Diou qui souhaite intervenir. Je vais vous mettre en ligne. Je ne sais pas. Voilà. On va voir ce que vous avez à nous dire. Oui, bonsoir, Monsieur Pogli. Ouais. Comment ça va? Oui, je vais bien.
Et vous? Ouais, ça va bien, merci. Ouais, et j'adhère particulièrement toujours à vos directs, vous le savez très bien. Et Merci. actuellement, j'ai eu une trentaine de minutes. J'aimerais Mhm. discuter un peu, je suis quelques minutes avec vous. Mhm. Très bien. En fait, Oui, allez-y. ok. En fait, le problème, c'est quoi? Moi, je dis, j'ai un problème de son là. Il y a le son qui se répète un peu, c'est ce qui me trouble. Mais, Ah, désolé, je sais pas s'il y a des gens qui sont très futés dans ça, dans ces histoires-là qui nous aident, mais je ne sais pas comment résoudre ça. Désolé de cette situation. ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc vas-y, on peut se tutoyer hein, si c'est Oh, plus il n'y a pas facile. de souci. En fait, Ok, le problème, c'est quoi? Moi, je pense que il faut fusionner tout ce qu'il y a comme idée du panafricanisme et en faire, ouais, et en faire un lot. Genre, genre, le son se répète un peu, ça m'embête. oui, vas-y, mais ça se passe correctement chez nous. Je ne sais pas si les autres qui sont sur Ah, d'accord. le direct, peut-être qu'ils vous entendent. Si vous Ce que entendez je notre veux dire compatriote, est tel que, il faut mettre le pouce bleu, les cœurs, tout ce que vous voulez. ok, Et s'il y a des soucis, il exemple, faut nous dire. devons revoir l'éducation de l'Afrique à la base. Comment comment les États-Unis aujourd'hui ont conquis le monde? Prenons l'exemple de leur Hollywood. Ils ont, ils ont mis leur supériorité dans leurs films, dans tout, où tout le monde aujourd'hui acclame l'armée, par exemple l'armée américaine. Tout le monde acclame l'armée américaine aujourd'hui parce qu'ils l'ont mis dans leurs vidéos, dans leurs films, tout ce qui se passe. Aujourd'hui, exemple pour tout ce que vous dites à propos de Pharaon et tout, tous ceux qui sont dans ce courant, même si moi j'adhère pas, je pense que c'est un truc qu'on doit réviser et mettre dans l'éducation africaine. Qu'on doit réviser et mettre dans l'éducation africaine. D'abord, pour qu'on se batte pour le continent, il va falloir qu'on ait un amour. Et aujourd'hui, un enfant même qui a le CEP ou le BEP ne maîtrise pas grand-chose de l'Afrique. Sinon, rien du tout, je dirais. Mais avant qu'on ait une conquête de l'Afrique, je pense que la jeunesse doit être réinstruite, aimer la grandeur de l'Afrique et de là, on va reconstruire. Moi, je parle beaucoup de l'éducation de l'Africain parce que la jeunesse de la vingtaine aujourd'hui est déjà dans les motifs. L'amusement et tout ce qui se passe, les distractions et tout. Ils sont plus dans les distractions et tout ce qui se passe. Excusez-moi de tout le bruit qui est Non, non, pas bientôt. de souci. On me Oui. dit, il y a Et, un intervenant qui me dit que vous devez couper le son du direct à votre niveau. ok, je ne sais pas comment ça se fait. Ouais. Bon, c'est une première. Bon, donc on va essayer d'améliorer Ouais, tout ça. couper le son du direct. Peut-être baisser, peut-être couper le volume chez vous du direct et puis pouvoir intervenir. Ok, Si vous avez toujours le double son, ben, il faudra couper le son du direct. je vais Ça, passer. bon, allez-y. De toute façon, Ok, on vous entend. ok, de toutes les façons, ce que moi je dis, il faut rééduquer d'abord aujourd'hui l'Africain. Il faut, il faut, il, il faut rééduquer l'Africain dans ce sens que aujourd'hui, même ceux qui nous dirigent, ils ne connaissent pas les problèmes de la jeunesse parce que la jeunesse aujourd'hui est dans une fossée où, entre la modernisation et le problème des Africains, on ne sait pas lequel prendre au juste. L'autre fois, vous parlez des gens qui sont là à divertir les gens parce que eux, ils se sont mis du côté du divertissement. Pour que l'Afrique renaisse aujourd'hui, moi, ce que je dis l'éducation sur au moins qu'on l'on prenne 2 ou 3 générations. Le Moltra peut faire des lobbies. Peut faire des lobbies. Il y a beaucoup de films africains aujourd'hui qui sortent, mais beaucoup de ces films sont dans la distraction. Aucune n'est éducative. Aucune ne nous fait comprendre que l'Afrique doit renaître. Je ne sais Mhm. pas si vous me comprenez. Je vous comprends parfaitement, mais
il y a un problème. Il y a un problème dans votre raisonnement. Et ça, c'est... J'ai eu des discussions comme ça il y a plusieurs années de cela. C'est que il faut situer, il faut aller, disons, de cadre à cadre. D'accord? Il faut aller d'étape en étape. C'est-à-dire que nos mouvements, nos structures ne peuvent pas aujourd'hui intégrer le cadre éducatif africain. Parce que le cadre éducatif africain nous a d'abord échappé. Donc, nous n'avons pas prise sur les Oui, États tels qu'ils sont. Tu vois? moi, je pense on doit le renaître, on doit le réécrire. D'abord, Non, non. l'éducation de l'Afrique. Oui, mais pour le moment, je ne suis pas en mesure, et ce n'est même pas ma mission, c'est-à-dire que je n'ai pas les capacités d'aller dire aux gouvernements africains tels qu'ils sont aujourd'hui d'adopter un plan d'éducation qui rompt avec le système colonial. C'est-à-dire que l'État colonial, par définition, travaille pour la colonisation. Donc ces gens ne sont pas là pour rendre service à la population. Ces gens savent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'après les indépendances, soi-disant, on a dit qu'on a fait des réformes du système éducatif. Quand vous regardez de près ce qu'on a appelé les réformes de ces systèmes éducatifs, dans ces soi-disant pays, ce qui s'est passé, c'est qu'on a simplement introduit une langue locale en disant c'est le vernaculaire, et c'est d'ailleurs au choix, c'est une langue qui est enseignée au choix, hein, dans laquelle on fait l'oral, et puis on a gommé dans l'ancien programme colonial quelques aspects les plus révoltants, les plus rébarbatifs, à savoir nos ancêtres les Gaulois. Tout le reste a été conservé. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que le Moltra met d'abord à la première place la reconquête de l'espace. Parce que si vous ne maîtrisez pas un terrain, vous ne pouvez pas y planter les arbres ou les arbres que vous souhaitez. C'est comme vous, si vous voulez bâtir une maison, vous devez d'abord disposer du terrain, soit l'acquérir de force, soit l'acheter, soit trouver un accord avec ceux qui détiennent les propriétaires de cette terre-là, de ce terrain-là, pour pouvoir bâtir le plan que vous voulez. Mais si vous n'avez pas encore l'acquisition, hein, vous n'avez pas encore acquis le terrain, il est absolument impossible, hein, de semer les idées, quelle que soit Oui, leur vitesse, sur ce oui. terrain-là. C'est pour ça, je Maintenant, vais terminer par là. l'acquisition, Je l'acquisition, vais terminer. l'acquisition, l'acquisition du terrain maintenant devient quelque chose vraiment difficile. Pourquoi je dis vraiment difficile? Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de faire comprendre même à un Africain que, par exemple, les institutions internationales qui viennent dans nos pays, ce sont pas des institutions qui viennent nous aider, mais plutôt ce sont des institutions qui viennent nous traiter. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Bien sûr, c'est le cadre colonial, où on revient toujours au même... Maintenant, ouais. oui, maintenant, qu'est-ce qui fait que nous maintenons toujours ces cadres coloniaux? Excusez-moi, ces cadres coloniaux. Mais le problème, ce qui fait que nous maintenons toujours ces liens, c'est parce que nous avons devant des gens. L'autre fois, je vous avais mis quelque chose dans un message où je disais, c'est des gens qui se sont toujours affiliés au colonialisme avec des liens que les gens trouvent conspirationnistes, mais c'est des liens vraiment réels où ils n'appliquent que des décisions qu'ils ont dans leur loge. On connaît un peu les administrations en Afrique. On connaît comment les gens sont dans les administrations en Afrique et comment ils gravissent les échelons. Comment ils sont des officiers dans les armées qui n'appliquent que des lois qu'ils reçoivent de leurs supérieurs coloniaux dans leur loge. Ça, c'est déjà un autre problème. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les dirigeants africains n'ont pas l'idée de changer l'éducation du jeune africain pour qu'il ait au moins l'esprit éveillé pour voir le monde d'une autre façon. Non, Il faut aussi prendre en considération ce facteur. C'est là où tu te trompes, chers compatriotes. Nous sommes, tu sais, c'est pour ça que le Moltra a une ligne particulière et ça dérange. C'est pour ça que notre idée, nous ne sommes pas populaires. Ce n'est pas la popularité que nous cherchons, peu importe.
Mais l'histoire, nous avons été au cœur de la problématique africaine pour la comprendre, pour comprendre exactement ce qui fait problème. Pourquoi est-ce que malgré tout ce qui s'est passé sur le continent, ce qui s'y passe, les promesses, les partis politiques, tout ça, pourquoi est-ce que rien ne change? On a connu des pays, il y a eu des enterrements soi-disant, des choses. Il n'y a rien qui change. Les idées de Cheikh Anta Diop ne peuvent pas être implantées dans une Afrique, dans l'Afrique actuelle. C'est impossible. Le cadre géographique, c'est-à-dire l'État en tant qu'institution, n'est pas en la possession de ceux qui détiennent les idées de Cheikh Anta Diop. C'est pour ça qu'il y a des conditions à remplir d'abord. Aucun pays n'a fait sa renaissance en gardant les structures coloniales en place, c'est-à-dire les dictateurs qui sont en place ne sont pas du tout favorables, à nos idées. Et ces gens savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire. Les gens ne sont pas naïfs. Excusez-moi, mais je vais quitter le direct. Oui. Je vous reviens. D'accord. Oui, je vous reviens en inbox après. OK. Donc, je disais que pour répondre aux compatriotes, c'est que il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir avant de changer les superstructures en Afrique. Si je fais référence à des termes communistes pour expliquer la situation, c'est que les infrastructures précèdent la superstructure. Voilà. C'est-à-dire que si nous ne détenons pas encore le cadre africain en tant qu'institution, en tant que cadre physique étatique, donc l'appareil politique n'est pas en notre possession, nous ne pouvons pas opérer les réformes. Nous ne pouvons pas changer la fonction de l'armée, nous ne pouvons pas rebâtir une armée, nous ne pouvons pas rebâtir une économie qui fonctionne, nous ne pouvons pas rebâtir une justice, un droit africain. Nous ne pouvons pas rebâtir la chefferie africaine qui a été détournée de sa voie naturelle, d'instruments de régulateurs de la société. Nous ne pouvons pas rebâtir un système de santé. Nous ne pouvons pas rebâtir l'éducation avec les idées de Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que l'école africaine va continuer à encenser Senghor et quelques autres aliénés avec la pensée de Kierkegaard, de Socrate, de Rousseau, de Montesquieu et des choses comme ça. Et ceux qui tiennent ce système en profitent. Donc, c'est une question de rapport de force qui se crée ici. Donc, le fait que nous soyons minoritaires ne doit pas nous inquiéter. L'histoire, elle a été toujours le fait d'une minorité, tout d'abord, qui a compris la situation et qui essaye d'élargir ses moyens d'action, par la propagande, par l'imposition de ces idées de manière de plus en plus étendue. C'est d'abord ça. Donc, nous devons établir une méthode dans notre façon d'agir. Si nous ne faisons pas ce premier travail et que nous pensons que nous allons courir dans tous les sens pour, disons, demander à la colonisation de se réformer, on ne réforme pas un système colonial. Un système colonial est détruit. Toujours, je ne sais pas si vous avez des exemples historiques montrant qu'un peuple a réussi à réformer un système colonial, il faut nous le montrer. Il faut nous le montrer. Voyez? Donc, il faut d'abord que nous allions dans la reconquête du territoire africain avant de pouvoir déployer notre projet. Sinon, les idées pour la renaissance de l'Afrique ne peuvent pas s'implanter dans une Afrique occupée par la tyrannie et par les dictateurs appuyés de l'extérieur. Et aujourd'hui, l'Afrique est de plus en plus mondialisée d'ailleurs, c'est-à-dire à l'heure où nous parlons, l'Afrique s'enfonce davantage dans la mondialisation avec des accords économiques avec l'étranger qui pompent nos ressources. Les dictateurs africains endettent davantage le continent africain contre des gadgets de stade, de quelques ministères, de quelques bâtiments publics qui sont construits pour leur gloire par la Chine et quelques soi-disant partenaires étrangers.
Donc, la situation s'aggrave plutôt. C'est pour ça que nous devons constituer une minorité puissante, intelligente, capable de travailler pour élargir sa base, pour aller vers la reconquête de notre espace géographique d'abord. Parce que c'est la géographie qui fait l'histoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit de manière constante depuis des années et des années. Voyez, les idées panafricanistes véritables, les idées de Nkrumah ne peuvent pas prospérer dans l'Afrique actuelle. Parce que l'Afrique actuelle, elle est dans les fers. Elle est colonisée. Et les élites coloniales qui ont été mises en place pour remplacer les pères des indépendants sont dans la place et travaillent. Donc ces gens ne nous laisseront rien passer. Si s'accaparent de nos idées, c'est pour les déformer, c'est pour les détourner. C'est pour ça que les idées de Nkrumah ont été déformées complètement pour avoir, au lieu d'avoir l'unité fédérale continentale africaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'OUA qui s'est transformée en Union africaine sans que rien ne change. Donc c'est ça notre problème. Ensuite, le compatriote abordait la question de la réunion de l'ensemble des courants panafricanistes. Je dis que ça, c'est une fausse idée. Et je le dis avec force. C'est-à-dire que la confusion des idées entraîne la confusion des moyens, avec pour conséquence la paralysie dans l'action. Et c'est l'une des problématiques des gens comme Nkrumah qui ont voulu rassembler le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Il y a deux idées fausses. Enfin, il y a une bonne idée et qui a rassemblé, qui a fait alliance avec une fausse idée. Si la bonne idée n'a pas les moyens pour neutraliser la fausse idée et l'assassiner de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. C'est-à-dire que la fausse idée qui a le soutien de l'extérieur, qui a les moyens et qui convainc le plus facilement les peuples, va triompher de la bonne idée. C'est ce qui s'est passé. Donc, une idée politique, elle doit s'imposer d'elle-même d'abord, avant de chercher les alliances. C'est-à-dire que lorsque notre courant insurrectionnaire, révolutionnaire, panafricaniste, va pouvoir s'imposer de lui-même, en ce moment-là, nous trouverons des alliés, nous trouverons des gens qui verront la perspicacité de nos idées et qui vont nous rejoindre. Mais si nous ne faisons pas ce premier travail d'affirmation de notre courant, de nos idées, pour les imposer dans la place, et puis que nous courons dans tous les sens pour aller réunir des gens qui parlent du panafricanisme électoral, du panafricanisme réformiste, du panafricanisme lobbyiste, pour aller parler à la France, aux États-Unis, aller aux Nations Unies, pour sensibiliser les Nations Unies sur la situation africaine, comme si ces institutions et ces pays ne sont pas les acteurs du pourrissement de la situation de l'Afrique, eh bien, nous avons tout faux. C'est pour ça que nous travaillons d'abord à imposer ou à construire, à mettre nos idées dans la place, à en faire un courant incontournable et ensuite chercher, évidemment, les alliances qui vont pouvoir nous aider ou bien neutraliser quelques idées fausses qui sont dans la place et qui neutralisent les ressources et les capacités d'action des Africains tout en les détournant. Voilà. Bon, je pense qu'il y a quelques commentaires. Il faut combattre, Rodriguez Togobon nous dit, il faut combattre un système colonial se dotant des moyens créant des rapports de force. Mais c'est tout à fait ce que nous disons depuis des années. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que les Africains sont en train de faire, courir dans tous les sens pour dire qu'ils font des marches de protestation, appeler les dictateurs africains à réformer le système, à faire des élections transparentes, à faire corps avec des opposants institutionnels. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a des gens comme le Maurice Kamto qui est adoré. Bon, c'est des gens... Tout ça fait partie de l'ensemble de l'arsenal colonial qui est déployé contre notre peuple. Donc, si nous continuons sur ces voies-là,
nous n'allons jamais nous en sortir. Nous allons nous épuiser et nous nous épuisons d'ailleurs. Donc, il faut sortir de tout ça. La seule idée qui s'impose à nous, et c'est ce que l'histoire a enseigné à tous les peuples, dominés, colonisés, esclavagisés, c'est la lutte de libération. Et ça passe par la mise en place des structures capables de porter cette idée unique qui est ce que l'histoire a enseigné au peuple. Il n'y a pas d'autre solution. Si les Africains veulent continuer à particulariser le problème africain de sorte à lui imaginer des solutions que l'histoire n'a jamais indiquées au peuple, comme la prière, le lobbying, les élections, l'appel incessant aux réformes, le jeûne, hein, l'excès de spiritualité ou des choses comme ça, eh bien, nous n'irons nulle part avec tout ça. Donc, à un moment donné, il faut commencer à être sérieux et à prendre l'idée d'une révolution, d'un mouvement insurrectionnel continental qui va fonctionner dans chacun des enclos coloniaux abusivement appelés États, comme un tsunami qui va renverser les institutions paralysantes avec à leur tête le dictateur et le tyran qui est en place pour pouvoir entamer tout d'abord la libération du continent et ensuite sa reconstruction sur de nouvelles bases à partir de nos traditions et de notre culture. Nous devons réécrire les constitutions africaines qui ne soient plus des constitutions copiées, qui ne soient plus des photocopies de la constitution de la France, ni de la Grande-Bretagne, ni des États-Unis, mais des constitutions qui reflètent effectivement notre culture, notre manière de penser la société, la manière africaine de voir la vie en société, notre façon de concevoir l'économie, parce que l'Afrique avait un système économique qui a été détruit et remplacé par le système capitaliste où les Africains sont allés même jusqu'à imiter le communisme, le socialisme, des choses comme ça, qui ne nous ont menés nulle part. Ce n'est pas ce que les peuples ont fait pour s'en sortir. L'Afrique avait un système économique qui fonctionnait sur le double plan, d'un côté de l'existence du champ collectif et de l'autre côté du champ individuel destiné à résoudre les problèmes personnels, individuels que le champ collectif ne pouvait pas résoudre. Donc, et d'ailleurs, vous le voyez dans nos villages, nous étions au village, pendant les grandes vacances, nous allons dans le champ collectif cultiver et récolter les fruits de ce champ collectif pour résoudre les problèmes qui sont collectifs au village, ou en tout cas au groupe. Et puis à côté, chacun a son champ individuel qui lui sert à résoudre les problèmes qui sont au-delà de la satisfaction des besoins communs. Et c'est ça que l'Afrique a comme système économique que nous allons remettre en place. Voyez, donc il y a tous ces plans qui sont là. Simplement, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à avoir des gens avec nous pour déployer cette idée, nous donner les moyens pour arriver véritablement à reconquérir notre espace. Parce que quand on dit ça, les gens disent, mais quoi? Vous imaginez les moyens que les dictateurs ont avec le soutien de l'extérieur? Quand est-ce que nous allons rassembler les moyens pour aller renverser ces gens-là et entamer la reconstruction de l'Afrique? Nous avons tout faux. Parce que l'histoire, encore une fois, démontre que c'est d'abord, les grands changements historiques sont d'abord le fait d'un petit groupe d'hommes qui a compris le sens de l'histoire et qui a commencé à travailler autour des idées claires. Et c'est ça qui va ensuite déborder ce petit noyau pour atteindre la masse. Donc, l'histoire est toujours partie d'un petit noyau qui fermente la masse qui est endormie. C'est toujours comme ça. Donc, il faut qu'on se fasse confiance et qu'on se dise que nous avons aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Reste à nous de nous doter des structures. Chacun et chacune, là où il est, doit pouvoir réunir les gens autour de sa personne pour pouvoir doter notre courant d'un réel mouvement de libération et de reconstruction de notre continent. Au lieu de nous mettre dans des considérations qui ne nous ont rapporté rien jusqu'ici, sinon que l'épuisement et le déploiement vain de notre énergie collective.
Je vais prendre un frère tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui me dit, qu'entendez-vous par la fin des dictatures? Ça fait des siècles que les autres continents nous font la guerre. Nous sommes assis à attendre la fin d'une guerre qui ne finit pas pour nous remettre à notre place en lecture de cette plateforme historique. Nous avons tout pour nous reprendre à condition que les intellectuels fassent un effort pour s'éloigner un peu de la littérature occidentale. Bon, je vous remercie, la sœur Gisèle. Sauf que les élites coloniales ne peuvent pas changer. C'est-à-dire que ce sont des hommes instruments, ce sont des hommes outils à la solde de l'étranger. Et ça, c'est arrivé dans l'histoire d'autres peuples. C'est pour ça que je dis régulièrement qu'il ne faut pas particulariser le problème africain. Il faut inscrire le problème africain dans le cadre général de la grande histoire et de voir quelles sont les similitudes, c'est-à-dire les ressemblances de la situation africaine et les divergences que cela présente avec l'histoire d'autres peuples et de voir qu'est-ce que les autres peuples ont fait. C'est-à-dire que si nous avions des élites intellectuelles de la dimension de Cheikh Anta Diop, de Obenga, de quelques autres qui sont extrêmement radicaux et qui touchent, parce que le radicalisme veut dire simplement aller à la racine des problèmes. Si nous avions des intellectuels comme ça, à profusion, peut-être que la situation, on pourrait espérer que on pourrait faire alliance avec les intellectuels soi-disant africains. Mais les intellectuels africains, ce ne sont pas ceux qui sont sortis de l'école coloniale. Les intellectuels africains, ce sont nos paysans. Ce sont ceux qui ont gardé, qui ont sauvegardé la culture africaine pour qu'elle ne soit pas totalement détruite. Donc, nous devons même changer déjà notre approche lexicale, c'est-à-dire notre vocabulaire doit changer. C'est-à-dire que les intellectuels d'un peuple, ce ne sont pas ceux qui sont formatés par l'étranger, ce ne sont pas ceux qui ont été amenés à raisonner contre leur peuple. Ce ne sont pas ceux qui sont formés dans les écoles coloniales, qui sont les intellectuels. Les intellectuels de l'Afrique, c'est nous. C'est nous qui ne sommes pas dénaturés par le système colonial. Ce sont nos paysans, ce sont nos grands-parents, ce sont les vieux du village, ce sont ceux qui ont conservé, qui essayent de toutes leurs forces de retarder et d'éloigner de l'Afrique l'effondrement total en sauvegardant notre culture. Les intellectuels africains, ce sont des pâles copies, ce sont ce que les coloniaux eux-mêmes ont appelé l'élite africaine capable, l'élite indigène capable de pérenniser le projet colonial. Donc ces gens-là, nous devons absolument les sortir de notre champ d'action et de notre champ de réflexion. Ces gens sont plutôt les ennemis contre lesquels nous allons nous battre et contre lesquels nous nous battons. Et ce sont ces gens qui font tout pour que le projet colonial puisse continuer en Afrique. Donc ça, ce ne sont pas des intellectuels. Et la solution pour l'Afrique ne viendra pas des gens qui ont 3, 4, 5 doctorats de Harvard, de American School, je ne sais quoi, de Sorbonne. Ça, ce sont des concepts qu'il faut que les Africains ont intégrés, pensant que plus les gens imitent l'homme blanc, plus les gens vont acquérir les instruments du colonisateur, plus ces gens vont donner les solutions à l'Afrique. Nous avons tout faux, nous avons tort de lire le problème de cette manière-là. Les intellectuels africains, ce sont nos ancêtres, ce sont nos vieux du village qui essayent de conserver coûte que coûte la culture africaine de sorte qu'elle ne s'effondre pas totalement. Ce sont ces gens-là que nous devons écouter parce que c'est eux qui détiennent la solution pour l'Afrique. Voilà. Et évidemment, quelques intellectuels rebelles de la trempe de Cheikh Anta Diop, bien évidemment. Voilà. Alors, le frère Latifou dit industrialisation, oui, mais libérons-nous d'abord. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que l'histoire a tracé comme chemin au peuple dominé. C'est-à-dire que l'industrialisation ne vient qu'après la reprise en main du territoire, c'est-à-dire le renversement des dictatures et des institutions que les dictateurs chapeautent pour ensuite déployer un plan de reconstruction du pays et du continent. C'est toujours comme ça. La Chine nous a montré cet exemple.
c'est l'exemple le plus récent. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple de la Chine. C'est l'exemple le plus récent dans l'histoire. C'est un peuple qui a d'abord repris la maîtrise physique de son espace pour ensuite entamer sa reconstruction. 25 ans plus tard, la Chine est sur le toit du monde. Donc, si les Africains refusent d'ouvrir les yeux pour voir les réalités du monde, aller chercher les éléments qui vont forger notre approche, eh bien, nous avons tout faux. Donc, la question de l'industrialisation, puisque certaines personnes se tuent à nous dire qu'il faut s'inscrire dans l'industrialisation du continent, le pouvoir économique d'abord, tout ça c'est faux. Le pouvoir économique ne vient qu'après l'acquisition du territoire et la détention du pouvoir politique. C'est pour ça que Nkrumah disait, prenez d'abord le pouvoir politique, le reste de vous sera donné de surcroît. Voilà. Donc ces gens ne sont pas bêtes. C'est des gens qui ont analysé le contexte et qui ont vu que si nous ne détenons pas le territoire africain, nous ne pouvons rien y changer. Voilà. Alors, François me dit, les Africains doivent, à partir de leur tradition et réalité, réinventer les institutions. Bon, ça, c'est des choses que nous disons régulièrement. Tout à fait, c'est ça qu'il faut faire. Un peuple renaît à partir de ses racines qui sont solidement fixées sur son sol. Voilà. C'est pour ça que d'abord le sol, ensuite les racines solidement enfoncées dans son sol, c'est ça qui donne les branches. Si vous n'avez pas de sol sur lequel se fixent les racines de l'arbre, l'arbre ne va même pas survivre et ne va jamais développer de branches. C'est clair. Éthiopienne, révolution ou la mort, tout à fait. Voilà. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut être capable de construire les instruments pouvant nous amener à cette révolution. Parce que j'entends souvent ces slogans, la révolution, la mort, la lutte continue, sauf qu'il n'y a aucune lutte qui se fait si nous ne nous dotons pas des structures et de l'organisation, en plus de la discipline qu'il faut. Voilà. Gisèle me dit, une libération n'empêche en rien la préparation, l'action suivante. Bon, je n'ai pas très bien compris, mais je veux dire simplement que la libération d'abord, le reste nous sera donné de surcroît, pour paraphraser Nkrumah. Quelqu'un me dit, le CFA est un exemple d'emprise du colonialisme. Tout à fait. C'est-à-dire que l'homme blanc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la colonisation, elle n'est pas tombée du ciel en Afrique pour détruire les institutions africaines locales et doter l'Afrique d'une monnaie ou quelques pays d'une monnaie qui s'appelle le franc CFA. La colonisation a d'abord procédé par l'acquisition du territoire africain en allant à sa conquête militaire, précédée et cheminée avec la conquête religieuse et la conquête des esprits par le biais de l'école. Donc, il y a eu d'abord, dans le projet colonial, l'acquisition du territoire africain pour pouvoir changer ces institutions et ensuite réorienter ces institutions vers l'accomplissement du dessein colonial. Voyez? Donc, si nous voulons reprendre l'Afrique et faire en sorte que nous puissions construire de nouvelles institutions qui répondent à nos besoins, évidemment que nous devons d'abord reconquérir l'espace. C'est d'une logique incontournable. Donc, je ne sais même pas pourquoi les Africains perdent leur temps dans des considérations qui n'ont aucun sens. L'histoire nous montre la route. Si nous sommes incapables d'emprunter cette route, ça, c'est notre problème. Mais la colonisation ne s'est pas déployée comme ça dans l'air. Non, la colonisation a d'abord conquis le territoire africain, détruire les résistances physiques qui y sont opérées, détruire les résistances spirituelles, morales, ainsi de suite, déporter les rois, casser tout pour faire ce qu'on appelle la Pax Colonica, la paix coloniale. La paix coloniale, la Pax Britannica, la Pax Franca, et redéployer, en tout cas déployer son projet, refaire les institutions et ensuite bâtir une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Donc si les Africains, par esprit de facilité, veulent combattre le franc CFA
dans le cadre colonial. C'est-à-dire se battre pour que le franc CFA disparaisse. Et que c'est ça le seul problème qu'on a, que dès qu'on aura plus le franc CFA, tout ira bien, on se trompe. C'est-à-dire que le cadre colonial doit d'abord être démantelé complètement. C'est ce que les Chinois ont fait, en coupant d'abord la tête aux seigneurs de guerre installés par l'étranger, détruire les églises coloniales qui embrigadaient les esprits, détruire l'école coloniale qui formatait les esprits, de sorte à tarir la production d'aliénés, à couper la source de production, de la machine de production, de l'aliénation et de la destruction, de l'autodestruction. Eh bien, si nous ne faisons pas ce travail-là, nous n'irons nulle part. Donc, effectivement, Amilcar Cabral est une référence en la matière. Donc, sur ce plan-là, le frère Togo Bond a tout à fait raison de parler de Amilcar Cabral et de Samora Machel, qui sont de vraies références pour nous. Voilà, tout à fait. Alors, alors, il y a un débat entre Latif et Gisèle, c'est une bonne chose. Bah, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je lis à peine. Il y a d'autres compatriotes qui interviennent, qui disent lavage de cerveau afin de mieux dominer notre peuple. C'est évident. À partir du moment où nous sommes dans un système colonial, bah, c'est clair que tous les instruments de déprogrammation de l'esprit africain, de l'intelligence africaine sont en l'œuvre pour faire de nous des hommes instruments capables de résoudre les problèmes d'autres peuples. Et c'est ce que les Africains ont fait depuis des années et depuis des siècles et des siècles jusqu'à présent. Nous avons participé à la libération des pays comme la France, nous avons fait des guerres pour la France. Toutes nos matières premières alimentent l'industrie et le développement d'autres peuples. La Chine, l'Inde, la Turquie, la Corée du Sud, tout ça. Tout le monde est en Afrique et l'Afrique est à la disposition de l'ensemble de ces pays, le Canada et tout ça. Et puis, ben voilà, c'est tout à fait normal à partir du moment où le projet colonial prend racine et que de nouvelles élites sont constituées pour un peuple, eh bien, tout est, c'est-à-dire que l'économie africaine, d'une manière générale, elle est extravertie. Donc, tout est destiné à l'étranger. C'est-à-dire que nos langues, tout est changé en nous. Et c'est pour ça que nous devons nous débarrasser de ce que nous considérons comme des acquis, ce que j'appelle moi, connotés négativement comme des acquis coloniaux pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, nous avons la capacité de le faire. Si nous refusons de le faire, bon, ça, c'est un choix de notre part. Alors, alors, il y a Latif qui dit, mauvais exemple, mais Paul Kagame n'aurait jamais mis le Rwanda là où il est s'il n'avait pas d'abord gagné son combat. Absolument. Bon. Bon, le Rwanda, c'est un exemple, c'est un cas à part. Je pense que je vais préparer un direct là-dessus parce que Kagame, bon, je pense qu'au-delà de... Il y a une forte dose de propagande là-dedans, même si Kagame n'est pas le pire des dirigeants africains aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins vrai que le Rwanda, dans ce qu'il est en train de faire, n'est pas fondamentalement en train de révolutionner la situation africaine. Voilà, donc il faut relativiser tout ça. Mais je conviens que Kagame, si on avait déjà rien que des Kagame, peut-être que la situation serait mieux. Voilà. Mais parce que ces gens-là, ce qui forge aussi le caractère de Kagame, c'est que Kagame était un chef de guerre. Donc c'est un homme de terrain, c'est quelqu'un qui a connu les stratégies de guerre, qui sait comment les hommes sont. Donc c'est un homme d'action qui a vécu la guerre et qui sait tout à fait comment les choses se passent, qui sait comment on construit les rapports de force, etc. Donc Kagame, il est l'un des moins mauvais actuellement sur le continent africain. Mais ce n'est pas avec des Kagame que nous allons refaire l'Afrique de manière totale. Voilà. Mais Kagame, je pense qu'il est un peu dans la dimension des gens comme Mao, parce que Mao était un homme d'action et un homme de terrain qui a conduit
son peuple à sa libération. Kagame est un peu dans cette logique-là. Mais après, bon, il faut voir les autres facteurs qui interviennent, notamment Israël, qui est très présent au Rwanda. Le Rwanda qui joue un rôle aussi de mercenaire vis-à-vis du Congo, à qui on a sous-traité la destruction du Congo et le rôle particulièrement destructeur que joue Kagame dans cette sous-région au profit des États-Unis et d'Israël et de leurs alliés est extrêmement grand, quoi. Donc, il faut absolument relativiser très clairement ce que Kagame est en train de faire avec beaucoup de communication propagandiste autour, quoi. Donc, je suis absolument convaincu que ce n'est pas avec des gens comme Kagame que nous allons redéployer notre énergie et reconstruire une Afrique fondée sur nos véritables valeurs endogènes et sur la pleine conscience de notre parcours historique dans ce monde où la pitié et les bons sentiments n'existent pas. Donc voilà, il faut absolument relativiser ce qui se passe au Rwanda. Voilà. Et voir Kagame comme un instrument destiné plutôt à, disons, à déconstruire un certain nombre de pays dans cette sous-région et de continuer leur pillage, notamment le Congo. Et bon, vous savez que dans une situation géopolitique donnée, l'étranger a besoin aussi de vitrines. Donc en Afrique centrale, on utilise Kagame comme vitrine. En Afrique de l'Ouest francophone, il y a le Bénin et le Sénégal. Dans une certaine mesure qu'on présente comme des pays qui progressent parce qu'il y a des alternances ou des choses comme ça. Dans l'espace anglophone, il y a le Ghana, bon, qui est montré comme l'exemple. Donc, on a besoin parfois de quelques petites étoiles qui envoient quelques petits signaux de luminescence dans l'obscurité. Et ça a pour but de calmer les esprits et de montrer qu'il y a quelque chose de véritablement positif qui se passe dans la nuit, quoi, ce qui est complètement faux. Donc, il faut remettre Kagame là où il est, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, je reviens un peu. Alors, il y a Latif qui voulait intervenir. Je ne sais pas, je vais essayer de le joindre. Alors, hop. On va voir si Latif est toujours là pour intervenir. Ah, bon, ok, très bien. Alors, je veux continuer la réflexion de ce soir qui s'articule autour de, tout d'abord, de voir s'il y a nécessité de reconstruire le continent. Bon, donc ça, c'est la première question. Et s'il y a nécessité de reconstruire ce continent, la deuxième question qui s'y rattache, c'est de savoir si la jeunesse africaine dispose d'un plan stratégique menant à cette reconstruction du continent africain. Et puis, troisième question, c'est de savoir si nous avons un agenda pour y arriver. Et puis, la dernière question, c'est de savoir si nous avons les moyens et quels sont les moyens que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir arriver à cette reconstruction. La première question, même si je l'ai développée plusieurs fois, je vais essayer de répondre très brièvement et de vous laisser encore une fois la parole, les commentaires pour qu'on puisse agrémenter la discussion. C'est que oui, absolument, il y a nécessité de reconstruire l'Afrique. Pourquoi? Parce que depuis 3000 ans, l'Afrique n'a cessé d'être projetée dans des schémas qu'elle n'a pas construits. Donc, de l'Égypte antique, nous sommes passés dans une phase, disons, d'invasion, de différentes invasions. Je ne vais pas m'attarder sur ces différentes invasions, j'en ai régulièrement parlé. Après,
nous sommes projetés dans le système tout d'abord des razzias négrières transatlantiques et arabo-musulmanes, donc des guerres permanentes en Afrique pour ravir les bras et les peuples, l'énergie vitale de l'Afrique au travers de razzias négrières. Donc, projeté dans un système qui n'est pas le nôtre, auquel nous n'avons pas adhéré et un système que nous n'avons pas contribué à construire. Après ça, nous sommes projetés dans un système colonial, donc avec disons, l'implantation de l'exploitation sur la terre africaine. Donc, cette fois-ci, on ne va plus exporter les bras et les mains, les hommes et les femmes africains à l'extérieur du continent, mais on va plutôt fidéliser, on va plutôt immobiliser les bras sur le continent africain pour mettre ce qu'on appelait la mise en valeur de l'Afrique. C'est comme ça que les colons ont appelé le projet. Donc, il s'agit de la mise en valeur du continent africain par l'immobilisation des ressources humaines sur le continent au travers d'un projet colonial bien ficelé, avec des étapes et des structures à mettre en place. Après ça, nous sommes projetés dans un monde que nous n'avons pas construit, à savoir le projet des indépendances, les quelques rares pays qui avaient mené une guerre d'indépendance pour se libérer. Ces gens-là ont été écrasés. Les pères de ceux qui ont conduit ces indépendances véritables, ces luttes d'indépendance véritables, ont été assassinés, renvoyés du pouvoir pour la plupart et remplacés par les laquais. Donc, projection, encore une fois, de l'Afrique dans un autre monde, dans un nouveau monde que nous n'avons pas contribué à construire, sanctionné par le discours d'abord par les indépendances, proclamées, octroyées, des indépendances octroyées, que nous n'avons pas contribué à construire. Après ça, il y a les grands mouvements continentaux qui menaçaient l'effondrement qui menaçaient ce système d'indépendance sous haute surveillance, ces indépendances fictives. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va précipiter une fois encore l'Afrique dans un nouveau monde, à savoir le monde de la démocratie, à partir du discours de la Bolle et de quelques autres discours, de Commonwealth et tout ça. Puis on va inscrire l'Afrique dans un schéma électoraliste pour neutraliser la colère africaine en l'orientant vers les urnes, tout en verrouillant l'organisation de ces élections par différents mécanismes à travers la fraude, la proclamation de faux résultats, avec l'institutionnalisation de la fraude par le droit, au travers des cours constitutionnels. Les commissions électorales sont devenues des institutions à part entière dans ces pays-là, qui existent de manière permanente. Il y a des fonctionnaires des commissions électorales, alors que nous savons tous que dans les pays qui avancent, il n'y a même pas de commission électorale, c'est le ministère de l'Intérieur et de l'administration territoriale qui organise les élections. Mais chez nous, on va installer des commissions électorales avec des bâtiments, c'est-à-dire que la fraude va être instituée et érigée en bâtiment, en dur. Donc il y a des CENI partout en Afrique pour institutionnaliser la fraude. Et ces gens-là sucent le sang de nos peuples par les salaires qu'ils perçoivent. C'est-à-dire que nous payons des gens qui sucent notre sang. Donc, projection de l'Afrique dans un nouveau système qui est le système électoral. Après ça, on va projeter l'Afrique dans un nouveau système qui est le système de l'humanitaire, voilà, donc tout d'abord des programmes d'ajustement structurel, à savoir une économie capitaliste ouverte, donc le néolibéralisme va être appliqué à l'Afrique avec des programmes d'ajustement structurel et les programmes d'ajustement structurel vont engendrer une misère énorme parce que les quelques rares entreprises publiques et quelques rares services publics qui existaient ont été privatisés. L'éducation va être privatisée, l'électricité privatisée, l'eau privatisée. Déjà que les populations n'avaient pas le bénéfice de ces services-là, la privatisation a engendré encore plus de rareté avec des coûts
que les populations ne pouvaient pas payer. Donc, la misère est installée avec la projection du continent africain, une fois encore, dans un système économique que nous n'avons pas construit, auquel nous n'avons pas participé, dont les bases ne sont pas à notre connaissance, mais nous avons été projetés dans ça. Après, il y a les élections, évidemment, comme je viens de parler. Donc, projection, encore une fois, de l'Afrique dans un système électoraliste qui a érigé les commissions électorales en institutions, qui a continué d'exister. Et puis, encore une fois, l'Afrique va être sortie, disons, de ce système électoral, et quand on va réaliser que l'élection n'apporte rien, on va s'engager dans le schéma des ONG, de l'aide humanitaire avec les assistances pour construire les infrastructures de base. Donc, les ONG et autres vont s'incruster en Afrique et vont prétendre apporter du bien-être aux populations parce que l'État serait défaillant, tout simplement, alors que l'État n'existe même pas. Donc, on va encore une fois plonger l'Afrique dans un nouveau système. Après ça, il va y avoir le renforcement, disons, la mise à jour des programmes d'ajustement structurel par le biais des objectifs du millénaire de développement, ce qu'on appelait les OMD, qui sont transformés plus tard en ODD, les objectifs de développement durable. Donc, chaque fois, c'est de la fumisterie, ce sont des usines à gaz qui sont vendues aux Africains comme quelque chose qui va les sortir de leur misère, alors que le problème de fond, qui est l'absence d'État, leur est caché, et les Africains vont chanter ces questions des objectifs du millénaire de développement et des objectifs de développement durable, qui vont ensuite avoir des déclinaisons locales au travers du NEPAD et des plans de Lagos et quelques autres plans, le NEPAD et d'autres plans, qui vont être déployés en Afrique comme quelque chose qui va apporter le bonheur aux Africains. Donc le NEPAD chanté par des gens comme Thabo Mbeki, Abdoulaye Wade au Sénégal, qui chantaient le NEPAD comme quelque chose... Voilà, on avait vécu toute une décennie de propagande en faveur du NEPAD, qui a plutôt créé encore plus de la misère parce que c'est tout simplement une pâle copie des objectifs du millénaire de développement avec un fort accent et une forte place réservée à ce qu'on appelle les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Donc, nous, on nous promène de monde en monde, on nous promène de projet en projet, on nous promène d'illusion en illusion, d'impasse en impasse, et nous continuons de suivre comme de petits chiens, suivant leur maître, tout simplement. Donc après, le NEPAD, qui est disons, la coloration africaine des programmes d'ajustement structurel et des objectifs du millénaire pour le développement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est engagé maintenant dans ce qu'on appelle des accords économiques. Des accords économiques, avant il y avait les ACP-UE, les accords ACP-UE, qui sont transformés maintenant en des accords de l'OMC, qui embrigadent l'Afrique dans le libéralisme, avec une place considérable qui est faite avec des facilités énormes accordées aux multinationales, avec la possibilité d'investir directement et de rapatrier les bénéfices de ces investissements-là dans les pays d'origine de ces multinationales et de ces financiers. Après, on va vendre ça comme ce qui annonce le développement de l'Afrique. Et puis, il va y avoir des sous-accords qui vont être signés par la CEDEAO et quelques autres, les grands ensembles, la SADC et tout ça. Et puis, tout récemment, ces accords-là vont être convertis en ce qu'on a appelé, c'est quoi le plan là, ce qu'ils appellent, j'oublie là, ça a été adopté à
à Niamey tout dernièrement, là, au sommet de l'Union africaine ou de la CEDEAO, je ne sais plus. Comment est-ce qu'ils appellent ce plan, hein? Rappelez-moi ça. J'ai un trou de mémoire là. Ce qu'ils viennent d'adopter, soit disant que c'est ça qui va faire développer l'Afrique. Après, il y a eu le travail qui a été fait par Kagame et tout ça. Voilà la ZLEC. Voilà, c'est la ZLEC. La ZLEC, la zone de libre-échange africain. Et ça, c'est des choses vraiment que les Africains ne saisissent pas du tout, ne voient pas l'impact de ces choses-là qui sont juste le néolibéralisme implanté en Afrique. C'est la zone de libre-échange économique, la ZLEC, parce que tout à fait, nous n'avons pas d'État à la base pour pouvoir implémenter ces projets-là avec un contrôle sérieux sur le déploiement des capitaux. Déjà, dans les grands pays, dans les grandes puissances occidentales, les pays n'arrivent même pas à contrôler le mouvement des capitaux. Ce n'est pas en Afrique où on n'a pas encore d'État que les capitaux seront contrôlés. Donc la ZLEC, nous verrons dans 5-10 ans ce que ça va produire et les Africains vont encore pleurer pour chercher un autre plan, quoi. Donc nous, on nous traîne de zone en zone, de plan en plan. Et nous sommes totalement là en train de regarder comme des chiens errants frappés par leur maître et qui s'accrochent véritablement au pantalon de ses maîtres, quoi, tout simplement. Donc, ça ne va rien donner du tout parce que nous n'avons pas les instruments à la base pour pouvoir déployer un plan sérieux de reconstruction de l'Afrique. N'existe pas encore en Afrique. Voilà. Donc, l'État garde-barrière ne peut pas construire une zone économique capable de fonctionner, surtout avec la part belle qui est faite aux investissements directs étrangers. Voilà. Ça, c'est quelques fondamentaux. Donc, l'Afrique est encore projetée dans une nouvelle zone de libre-échange économique. Et après, il y a cette histoire de monnaie, bon, donc projetée encore une fois dans l'éco. Bon, donc on va encore nous jeter dans un nouveau monde, le monde de l'éco. Et nous verrons que c'est un monde de contes de fées. Il va rien y avoir. Et puis, bon, donc nous, on ne fait que ça. C'est-à-dire qu'on est promené de plan en plan, de projet en projet, de zone en zone, d'accord en accord. Et on est là. Et la misère s'agrandit en Afrique parce que les problèmes de base ne sont pas encore empoignés et ne sont pas encore résolus. Donc, il va y avoir rien du tout. C'est vain que les Africains veulent s'accrocher aux rêves, qui sont des rêves paludiques en fait. Donc, c'est des rêves que provoquent les piqûres de moustiques qui nous font espérer que les choses vont changer avec des zones soi-disant de libre-échange. Voilà. Donc, la situation en Afrique, elle est une situation d'extraversion du continent. L'ensemble des forces productives du continent africain sont orientées vers l'extérieur. Tout nous vient de l'extérieur et tout nous conduit à l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs que l'Africain n'envisage pas l'avenir du continent dans de bons termes. C'est pour ça que nous fuyons. La plupart des jeunes Africains fuient le continent au travers du désert et de la Méditerranée, y trouvant la mort. Donc, clairement, une situation comme celle-là, elle doit changer parce que le projet colonial ne se développe que par le biais de l'institution qui est les élites indigènes forgées de toutes pièces pour continuer le déroulement du projet colonial en Afrique. Donc, tant que nous n'allons pas nous débarrasser de cette élite comprador, de cette bourgeoisie comprador, anti-patriote, qui n'aime pas l'Afrique et qui se contente